26 et 27 décembre 1999, pendant les fêtes de Noël et à la veille d'un nouveau millénaire, deux tempêtes d'une violence inouïe frappaient coup sur coup la France. Le toit d'une maison qui s'est arraché avec la tornade et qui est allé se poser sur une voiture. Ravageant la moitié nord du pays, puis le lendemain la moitié sud, les monstres venus de l'Atlantique n'ont, de près ou de loin, épargné personne. Ceux qui ont été atteints de plein fouet racontent ce qu'ils ont vécu. Ceux qui ont bien cru y rester disent leur effroi. Je me suis dit, c'est fini. C'était l'apocalypse, c'était. Tiens. Comment un tel phénomène a-t-il pu se produire? Météorologistes et journalistes ont-ils été pris de court? On a tous été dépassés. Cela peut-il recommencer? Voici, heure par heure, le récit de ce qui s'est passé. C'est la fin du monde. Voilà, dis-moi. Je l'avais prédit, je ne sais pas pourquoi, j'avais un pressentiment qu'à l'an 2000, il arriverait quelque chose. Je l'avais ce pressentiment, hein. Vous voyez? C'est la catastrophe. Les températures sont celles d'un véritable Noël au balcon. Ce matin, on a 10 à Paris, 11 à Lyon, 13 à Clermont-Ferrand, 15 à Biarritz, 9 degrés à Strasbourg. Ce jour-là, les familles préparaient Noël et un répit bien mérité. Pendant ce temps, l'océan Atlantique nous mijotait une fin de siècle à sa manière. Tout a commencé sur le Venezuela par des pluies diluviennes transformées en vapeur d'eau, dont le troupeau de gros nuages est remonté vers l'Atlantique Nord, y troublant ainsi l'affrontement constant entre l'air chaud des tropiques et l'air froid du pôle. La bousculade au large du Canada a pour conséquence d'emballer le moteur produisant les tempêtes d'hiver et surtout de modifier leur trajectoire habituelle vers le nord de l'Écosse. Bientôt, la tuyère du réacteur sera braquée sur la France. Le recueil de données météo sur l'Atlantique étant extrêmement limité, cela, ce jeudi 23 décembre, personne ne pouvait encore le savoir. Par ailleurs, l'Atlantique commençait à nous livrer tout autre chose, comme en témoignent les journaux de France Inter de l'époque. La colère noire des Bretons, la tempête continue de pousser les nappes de fioul vers la Loire-Atlantique et la Vendée. Dominique Voynet tempère un peu la situation. Actualité dominée depuis la semaine précédant Noël par Erika. Et Erika, c'était les boulettes sur les plages de l'Atlantique. Et Erika dominait l'actualité de l'ensemble des médias. C'était Erika. Et l'événement météorologique est passé derrière. Le BOC de l'an 2000, êtes-vous prêts? La France consacre 120 milliards de francs pour passer le cap sans dommage. À l'approche de l'an 2000, tous les informaticiens de France planchaient pour éviter un dysfonctionnement informatique majeur, qui d'ailleurs ne se produira pas.
le dysfonctionnement est venu de la nature. Un premier souffle ride les eaux dormantes des marais poitevins. Une forte brise s'installe sur les plateaux. Météo France a-t-elle vu arriver la tempête? Nous allons suivre le fil des événements au Centre national des prévisions à Toulouse. Près de la Méditerranée, en compagnie de Joël Collado, le monsieur météo de Radio France. Cet après-midi, le Roussillon, le Languedoc et le littoral de la Provence. Et avec les prévisionnistes de l'époque. Voici leur ruche. Les ordinateurs brasseurs d'informations en forment les cellules. Au centre, le chef prévisionniste. Voici celui qui était le maître des prévisions ce 24 décembre 1999. Le front CO... Celui qui dit la pluie et le beau temps est aidé dans ses pronostics par un des plus puissants ordinateurs du monde. Pointe de Bretagne, la Normandie. Alimenté par des millions de données météo constamment renouvelées. L'appareil effectue 1200 milliards d'opérations par seconde, résout et actualise chaque seconde une équation qui, couchée sur le papier, ferait 25 mètres de long. Il propose des simulations des plus clémentes aux plus mauvaises. Ce jour-là, non sans flair, le chef prévisionniste avait retenu l'anticipation la plus pessimiste. Mais il était bien loin du compte. L'imbattable machine n'avait rien vu venir. Ce 24 décembre, le vent souffle déjà fort. La mer se met à bouillonner. Près des côtes, des remorqueurs se tiennent sur le qui-vive. Sur l'Atlantique, très loin au large de la France, on a un amas nuageux, une structure nuageuse, mais qui n'a encore rien du tout d'une tempête telle qu'on les connaît. Bon, on en a par exemple une ici, mais celle-ci n'est absolument pas organisée en tourbillon. C'est pas une signature de tempête là, mais... Donc, si on parle en termes d'alerte, ça veut dire plus tard et des régions plus au nord. Et une trajectoire assez classique en hiver, voilà, qui va concerner la Manche, les côtes, mais pas vraiment l'intérieur. Une météo à ne pas perdre sa capuche de Père Noël. La météo avec les pintades fermières du Gers. À 110 km/h en Bretagne, sur la côte normande. Le vent restera très fort dans la journée sur la majeure partie de la France. Dès le matin de Noël, le vent dissémine de puissantes rafales sur la moitié nord du pays, comme un avertissement. Il flaire la baie du Mont-Saint-Michel, où la nuit prochaine, il fera son entrée fracassante sur le territoire. Ah, il t'a gâté le Père Noël, hein? Non, il fait pas tellement chaud, hein? Oui, il y a du vent, oui. Tu sais ce qu'il a mangé pour le réveillon? Toute la carcasse du poulet. Oh là. Mais attention qu'il s'envole pas, hein. Lâche pas la ficelle, hein. Dis donc, le temps est en train de se gâter là, hein. J'ai l'impression que... Ouais, ça devient noir dans le fond là-bas. Ouais. Je crois qu'on ferait bien de rentrer. Ouais. Allez, on y va. Allez. Parce que... ça se gâte. Effectivement, le vent se renforce. À 11h, Météo France annonce des pointes à 130 km/h. Donner des valeurs de vent de 130 km/h à l'intérieur des terres, c'est pas fréquent. C'est quand même excessivement rare. C'est quelques fois par an. Pour des prévisions de vent violent, c'est plusieurs fois dans l'hiver, seulement. Une poignée de fois de cet ordre-là. On peut dire que ça peut être méchant, hein. Ouais, on a annoncé 130. Voilà. 130, c'est méchant. Ouais. Bonjour et joyeux Noël à tous. La tempête sur l'Atlantique a largement débordé des côtes jusqu'à l'intérieur des terres. À la mi-journée, l'avant-garde de la tempête s'abat sur la Normandie. Elle s'exerce à y produire des tornades et emporte ses premières victimes.
2 membres d'une même famille ont été tués et une petite fille grièvement blessée dans la Manche lorsque le toit de la ferme où ils étaient réunis a été emporté par une mini-tornade. La toiture donc, de l'habitation a été arrachée. Dans le port du Havre, un bateau qui a rompu ses amarres en a heurté un autre et une femme est portée disparue. Entre Calais et Douvres, le trafic des ferries est fortement réduit depuis hier. L'épisode de vent violent n'est pas terminé. Un renforcement va se produire au cours de la nuit à venir. Ça va souffler en tempête sur rafales de 120 à 140 km à l'heure. Météo France révise ses prévisions à la hausse, mais c'est encore insuffisant. Il faut dire que les livres de météorologie n'avaient jamais envisagé ce qui allait arriver. Désormais, prévisionnistes et journalistes seront constamment à la traîne des événements. La décision a été prise à ce moment-là, dans l'après-midi du samedi, de mettre en gros la moitié nord du pays en alerte, avec toute l'incertitude qu'on a encore sur la trajectoire, la puissance du vent. Mais, bon, je le répète, samedi, on n'annonçait pas l'alerte maximale. Là, ça commence, la tempête. Elle est en train d'exploser, là, de bouillonner, de se développer à une vitesse faramineuse. Et on commence à voir apparaître une rotation des vents. On se rend compte qu'il commence à y avoir une dérive par rapport à nos prévisions de la veille, où ça va être plus intense que ce qui avait été annoncé. Les observations montrent qu'elle est en train de toucher la pointe de Bretagne. Voilà, elle arrive sur la Bretagne et c'est la baisse de pression qui signale qu'il y a un creusement absolument extraordinaire. Ouais, c'était plus une baisse, c'était une chute. Hein. Oui, c'était énorme. Des tendances de pression comme ça, j'en avais jamais vu, ni même entendu parler. Dans la très grande majorité des cas, les tempêtes commencent à se former sur l'Atlantique avant de venir toucher l'Europe. Donc, on les voit sur une image satellite, alors que là, elle n'était pas née lorsqu'elle est arrivée près de la France. Elle a explosé sur la Bretagne. Donc, l'image satellite était relativement peu parlante et ne montrait pas ce monstre qui allait nous sauter dessus. Le souffle du monstre effleure les côtes d'Armor. Là, on la voit. Vers 4 heures, à plus de 150 km/h, il s'engouffre dans la baie du Mont-Saint-Michel. Dès son entrée dans le département de la Manche, la tempête creuse des tranchées parallèles dans le bocage. La famille Delaunay a été prise sous le rouleau compresseur. Nous, à 5 h du matin, on est debout. La maison tremblait, les fenêtres menaçaient d'ouvrir et on s'était arc-bouté pour les tenir. Et ça a duré comme ça pendant 10 minutes, un quart d'heure, sans arrêt, sans arrêt. C'est là que les neveux sont arrivés et nous ont appelés au secours. Ceux qui vivent dans l'autre maison. Ceux qui vivent dans l'autre maison. Et qui nous disaient, tout le monde est là, mais grand-mère a disparu, on ne sait pas où elle est, la cheminée est tombée. Alors là, je regarde dehors, et puis c'est là où j'ai vu que la cheminée était tombée, moi. Donc j'ai pris ma lampe, je suis sorti, et arrivé à l'angle de la maison, j'ai vu tous les projectiles qui passaient, des chevrons, des tôles, des tuiles, des ardoises. C'était pas possible de passer. On reste là parce que ça passait devant moi. Ça tombait dans la cour. Vous voulez dire que vous auriez pu être décapité par une tôle? Une tôle pouvait décapiter la personne qui passait, oui. Bon, alors la rafale se calme. Et là, je décide de traverser.
Ah ben là, à ce moment-là, avec la lumière, on s'aperçoit que la toiture est partie. Et puis arrivé à cette hauteur-là, j'ai découvert la moitié de la charpente dans la cour. On est rentré par les fenêtres qui étaient ouvertes, tout était cassé. On pouvait toujours crier et appeler, le bruit du vent était plus fort que nos paroles. On ne pouvait même pas se parler ici. Donc ma mère était à l'étage, en haut, où les volets sont ouverts, où il y a la fenêtre. Donc la cheminée qu'on voit en haut, c'est sectionné à la base, par le vent est tombé sur la toiture, a traversé le grenier, est tombé sur son lit, a traversé sa chambre, a traversé le salon, et elle s'est retrouvée en bas, dans la cave. Et tous les meubles et les parquets sont tombés sur elle, après. Ah oui, ça marque même longtemps. Vous vivez encore les conséquences de la tempête? On les vit encore, oui. Ouais. Longtemps, on a eu peur et du noir et du bruit. Et au niveau de notre métabolisme, nous, et au niveau des animaux, il a fallu près de 3 ans pour arriver à réparer les dégâts de tout ce qui se passait derrière la tempête. Et c'est pas fini. On le voit au niveau des bâtiments. Un jeune qui reprendra la suite ne pourra pas utiliser les anciens bâtiments. Donc tout sera rasé à terme. Alors les aides publiques d'État, il n'y a pratiquement rien eu. On n'a rien vu venir. Au-delà du canton, il ne s'est rien passé. Surtout à partir du moment où les moyens de locomotion ou de transmission sont coupés. Plus d'électricité et plus de téléphone, toutes les administrations sont mortes au bout de 2 jours. Nous, on a tenu 15 jours sans électricité et 1 an sans compteur EDF. Avec les fils par terre. Il fallait qu'on marche. Et on est encore en vie, nous. L'une des lignes haute tension qui relie la centrale nucléaire de Flaminville à Rennes est coupée. Les agents des centres de distribution régionaux d'EDF commencent à vivre les heures les plus incroyables de leur existence. 1 minute après, 5h26, on perd la 2e ligne, on perd la liaison entre la Bretagne et la Normandie, entre la centrale de Flamanville au nord Cotentin et le nord de la Bretagne. À 5h30, la centrale nucléaire doit être arrêtée. C'est d'ailleurs à ce moment-là que la décision de lancer l'alerte maximale a été prise. Ce bulletin d'alerte maximale de Météo France, à la phraséologie peu explicite, a été transmis au COGIC, le Centre national de la sécurité civile, à Asnières. Le préposé l'a réexpédié à toutes les préfectures et organismes concernés. C'est la routine. Mais à 5h30 du matin, lendemain de réveillon, les autorités n'étaient pas là pour le réceptionner. L'avis d'alerte du Météo France est arrivé à 5h25, le 26 décembre au matin. Est-ce que c'était pas déjà un peu tard? Compte tenu de l'importance de l'événement, c'était pas trop tard, mais ça semblait effectivement un peu tardif. Mais ces observations faites à 3 heures, le temps que le prévisionniste analyse ces observations, les recoupe, prenne sa décision, prévienne la hiérarchie, rédige les bulletins, tout ça demande forcément un certain laps de temps. À cette heure-là, à Saint-Pierre-sur-Dive, une tornade avait déjà arraché le toit d'un immeuble d'habitation. Au matin, ce bourg du Calvados avait des aires de ville bombardées. Tous les médias s'y sont précipités, faisant des habitants chassés de leur logement, les victimes exemplaires d'une tempête bientôt qualifiée de tempête du siècle. J'en prends encore un peu. Et en plus, j'ai vu ma voiture en plus. Votre voiture? Ma 21 là en bas, la cheminée est tombée dessus. C'était la voiture de mon gendre, celle-là. 5 ans après, les habitants de l'immeuble se retrouvent encore pour évoquer ensemble la catastrophe qui a bouleversé leur existence. C'était l'apocalypse, quoi. Il vaut mieux pas y repenser. Celle-là, oui. Elle a perdu sa voiture, elle, là, ici.
parce qu'elle était à Noël à la maison. Je me suis sauvée avec mon fils dans les bras. Je suis descendue chez ma mère parce qu'il y avait trop de vent et on ne pouvait pas rester là-haut, c'était trop dangereux. Tous nos enfants se sont élevés là tous ensemble. Et... Est-ce qu'on peut dire que la tempête a un peu changé votre vie? Oui, complètement. On était des amis, c'est la vie de famille. Quand vous êtes une trentaine d'années dans un quartier et que du jour au lendemain, on vous dit qu'il faut partir, parce qu'on va refaire les appartements, on va les réduire. Vous savez, quand vous êtes là depuis l'âge de 9 ans et puis que vous en avez 45, c'est sûr que c'est votre vie qui change. C'est certain. On a été là tellement longtemps ensemble. Moi, ma vie, elle est là. Elle est pas où est-ce que je suis. Personne ne voulait revenir dans les derniers étages, quoi. Vous n'avez pas le choix. Oui, c'est vrai qu'elle nous a vraiment étranglés, cette tempête. Elle a tout pris sur son passage. Non seulement les biens, mais l'amitié aussi. Non loin de là, dans un autre décor. Somme toute, ce soir-là, vous avez pris les choses avec philosophie. Nous étions tous en famille, c'était tout de même 2 jours après Noël. Oui. Et puis finalement, après un bon dîner à la chandelle, on a pris un cognac et on a attendu que ça se calme. Mon beau-frère, avec beaucoup de malice, m'a dit « T'inquiète pas, tu vas refaire ta toiture sur le compte des assurances, c'est très bien. » Donc c'est tout, on n'a pas pensé du tout aux arbres. Pas du tout. On pensait que la toiture, parce qu'on n'entendait rien. On n'entendait que les tuiles qui se claquaient les unes contre les autres et qui s'envolaient. Absolument, oui. Donc après cette bonne soirée, vous montez, vous vous couchez, vous minuit, dormez quand même? Nous dormons. Oui, pour moi c'est pas un problème. C'était pas un problème, pas plus que ça. Mais la matinée a été très longue parce que le jour s'est levé à 8h du matin. Et c'est là où on a vu les dégâts, la balustrade. Ce qui m'a chagriné le plus, c'est la balustrade. Puis après, quand j'ai été voir derrière... le parc est complètement tombé. Maintenant, vous pouvez voir derrière, c'est un terrain de foot. Donc là, c'est l'armée qui nous a enlevé ça. Et puis après, très gentiment, les gens du village sont venus spontanément nous proposer leurs services. Et donc, on leur a demandé de couper les branches pour faire leur bois de chauffage. Et ils nous ont laissé les billes. Et avec un peu de patience, on a réussi à les vendre. Mais enfin, on s'est bien débrouillé entre les assurances, les subventions, et nous avons fait travailler une équipe d'Écossais qui sont venus pendant 9 mois, logés, nourris à Penlois, qui ont travaillé d'arrache-pied pour nous refaire la toiture en 9 mois. Vers 7h, on perd l'alimentation TGV. Une demi-heure après, on perd les liaisons d'interconnexion avec la région parisienne. Et vers 8h, on perd le poste de Chauny, la région de Chartres. La région de Chartres passe alors hors tension. Il n'y a plus de production nucléaire qui vient de la vallée de la Loire vers la région parisienne. Les PDA de Pontchâteau et Donge, HS. La LTLT, HS, hors service. Mono hors service. Et en renvoi. Les techniciens d'EDF s'escriment à isoler les tronçons défaillants, à réalimenter en priorité les grandes villes, en tout premier Paris. Des agents tirés du lit en pleine nuit sont dépêchés sur les lieux pour constater les dégâts, quand les arbres abattus sur les routes ne leur barraient pas l'accès. Sur le littoral, certaines rafales ont atteint les 150 km/h et cette tempête va s'étendre à l'intérieur du pays, au bassin parisien et au nord. Cet agent a vécu son pire moment sous le pont de Normandie. C'était les grandes marées.
je me suis garé le long de la Seine. Les vagues frappaient le long des pontons de la digue et venaient se fracasser sur le camion. En même temps, il y avait le bruit du vent dans les haubans du pont de Normandie. Mon échelle, qui était pourtant bien amarrée sur le porte-échelle, s'est trouvée arrachée. Donc là, je me suis dit, j'arrête tout et je me mets à l'abri dans cette cabane. On a un local technique là, le temps que ça se passe, quoi, parce que ça devenait vraiment insupportable, quoi. Donc j'ai eu peur quand même. Et même maintenant encore, lorsque quand je suis d'astreinte encore, il y a des nuits, j'entends le vent et tout ça, et j'ai toujours peur que ça recommence, quoi. Ça m'impressionne toujours un peu. La tourmente se déchaîne en vain sur cette lame de rasoir qu'est le tablier du pont de Normandie. Alors elle va assouvir sa rage sur la cathédrale de Rouen. Le sacristain préparait la messe de 7 heures. Il n'y avait encore personne dans la cathédrale quand l'un des 4 clochetons de 25 mètres de haut et de 27 tonnes s'est mis à vaciller. J'étais en train de préparer la messe, j'ai entendu un bruit épouvantable, j'ai été voir ce qui se passait. On n'y voyait plus rien du tout. J'ai attendu que la poussière retombe et là j'ai vu un gros tas de gravats dans le cœur. Et j'ai levé les yeux, c'est un gros trou dans la voûte. Ça m'a fait froid dans le dos. Les dégâts subis par la cathédrale de Rouen ouvraient la longue liste d'outrages bientôt subis par les églises et les monuments historiques de la Normandie à l'Alsace. À 8 h du matin, la dépression est sur Paris. Les vents les plus violents sont au sud-ouest de Paris. Et là, on voit une structure assez spectaculaire, un peu en bec d'aigle, là, avec près du centre de la dépression, cette zone sans nuages, qui peut rappeler un peu les cyclones, mais ça n'est pas un cyclone. Et continue sa trajectoire aussi rapide et continue à se développer jusqu'à un maximum de puissance sur la région parisienne. Le gros de la tempête se précipite sur Paris. Elle va y atteindre un paroxysme. On enregistre 216 km/h au sommet de la Tour Eiffel, avant que l'anémomètre ne lâche. Les tours de la Défense favorisent des courants d'air. Certains atteignent 200 km/h. En face de ma rue, j'ai vu une grue qui vacillait de tous les côtés. J'ai vu le contrepoids tomber. 30 secondes après, j'ai vu la grue tomber. À un moment, j'ai cru qu'elle tombait dans ma direction, donc je me suis poussé et elle a écrasé quelques voitures. France Inter, Henri Charpentier, rédacteur en chef des journaux du week-end. La bonne marche de tous les journaux pour voir si tout roulait. Je regardais les dépêches. Il n'y avait pas d'alerte météo très précise. Et puis tout d'un coup, le vent s'est vraiment levé très très fort et je suis allé voir ce qui se passait à la fenêtre. Et là, j'ai vu les poubelles propulsées littéralement. Les vitres sont tombées, quand les personnes s'arrêtaient pour se planquer, on s'est dit qu'est-ce qui se passe, est-ce que ça va s'arrêter? On a eu peur. Et à ce moment-là, moi, j'ai pris l'antenne pour avertir surtout, ne sortez pas, il y a une tempête sur Paris, je ne savais pas ce qui se passait, je n'avais pas d'informations, mais j'ai senti qu'il fallait aller à l'antenne et faire un flash spécial. Ça a duré quand même très longtemps. Est-ce qu'on va pouvoir répondre à la demande et faire notre métier? Parce qu'à un moment donné, ici, tout le monde avait quitté cette pièce.
On est sorti dans le couloir pendant une dizaine de minutes. Et ça, quand on raconte ça aux gens, oui, mais vous rigolez. Non, on rigole pas. Pour pas rester près des vitres. On a eu cette peur. On a eu cette peur. Mais vous savez, quand on a vu la vitre du bureau de Brigitte Becker qui s'est fracturée, la double vitre qui a été fracturée, il se passe quelque chose quand même là. Les vents sont beaucoup plus violents que prévu. Le précédent bulletin était pourtant déjà alarmiste. Les rafales dépassent les 130 km/h en Île-de-France et elles pourront atteindre parfois 160. 160 km/h, Jacques Kessler? Oui, là on atteint vraiment une situation exceptionnelle. De telles vitesses de vent ne se produisent pas tous les ans. Notre appartement est complètement bousillé. Et heureusement, il n'y a aucune victime. Dans cet immeuble d'Argenteuil, un couple qui vivait au dernier étage a été écrasé par les dalles de la toiture. Seul leur enfant a pu être sauvé. Voilà ce qui reste. Voilà ce qui reste. C'est une partie de notre vie, dans la mesure où on a plus de 50 ans. C'est toute l'adolescence de notre fille aussi. Oui, ça, je crois que ça a été le plus terrible pour elle. C'était effroyable, effroyable. Même que les tours à la nouvelle, c'était constamment. L'apocalypse. L'immeuble bougeait, moi je suis au 10e étage. Ça bougeait. L'immeuble bougeait. Les gymnases, écoles, enfin, c'est les maisons, les... Oui, bonjour madame. Oui, qu'est-ce qui se passe? Plus de 13 000 appels dans cette journée de dimanche, sans compter les rappels, pas toujours justifiés. C'est le principal, les arbres, on n'est plus à eux près. Surtout ne montez pas sur le toit. Oui. D'accord? Attention, non, parce que là c'est dangereux. On fait notre maximum, on a 8000 appels en attente. Là. Je sais pas comment vous l'expliquer, hein. J'essaye de garder mon calme là. Madame, pour des carreaux cassés, madame, il y a d'autres choses plus urgentes, non? Vous croyez pas? Hein? Allez, détendez-vous. On va essayer de faire quelque chose, madame, je ne peux pas vous promettre. On entendait un bruit épouvantable, comme des coups de boutoir, les rouleaux de mer sur l'immeuble. La peur que l'immeuble s'écroule. À un moment donné, j'ai dit à ma femme, tu bouges le lit? Elle me dit non. Et j'ai cru vraiment que c'était un tremblement de terre. Et un tremblement de terre, pour vous, ça veut dire quelque chose? Eh ben, ça veut dire des souvenirs en Algérie, aussi bien ma femme que moi. Moi particulièrement une nuit où toutes les 10 minutes, notre immeuble qui était de 6 étages a bougé aussi pendant... Toutes les 10 minutes, il y avait un petit tremblement de terre à Alger. Et moi à Constantine. Et la peur est latente, elle est toujours là. Ce grondement sourd que vous ressentez jusqu'au fond des tripes, et puis le lit qui bouge. On s'est regardé, on a dit, est-ce que c'était un tremblement de terre? Il y a quelque chose qui va se passer. Quoi? On ne sait pas. Vous êtes cloué. Moi, j'étais pétrifié. Oui, c'est ça. Je pense qu'on en tremblait même de peur quand même. Hein. Vraiment, on tremblait. Oui, et je n'ai pas voulu trop faire peur à ma femme. J'avais moi-même peur. Voilà, on s'est tenu un peu la main. Je n'étais pas courageux. Non. J'avais peur que tu aies plus peur. Si tu te souviens. Mon rôle, c'était quand même de te protéger. Voilà. Mais contre un tremblement de terre, on ne peut pas protéger. C'est là le... Hein, c'est vrai. La tempête continue de pousser les nappes de fioul vers la Loire-Atlantique et la Vendée. Dominique Voynet tempère un peu la situation en se refusant à envisager une catastrophe écologique. Un coup d'État net et sans bavure en Côte d'Ivoire. C'est le journal de 8 heures. Et on n'ouvre pas avec la tempête. Ouais. Ça fait pas plaisir de réécouter tout ça finalement. Il y a un décalage énorme entre l'information c'est-à-dire que et la réalité. Vous l'avez souligné, on était le lendemain de Noël et que dans les régions, il n'y avait pas beaucoup de monde non plus pour venir travailler. Et qu'on n'avait pas non plus de retour de nos radios régionales. Personne ne nous disait que c'était grave ailleurs. Et puis, il fallait pouvoir se déplacer. Et on ne pouvait pas, dans certains endroits, se déplacer. Souvenez-vous qu'il y a des journalistes qui n'ont pas pu venir travailler. C'est vrai. Nathalie Fontrelle est en ligne avec nous. Vous étiez en voiture et vous avez dû rebrousser chemin tellement ça soufflait chez vous. Ce matin, vers 7h, les automobilistes, et j'étais parmi eux, qui ont voulu aller travailler, ont eu l'impression d'être pris au piège. Toutes les routes sont barrées par des arbres, cassées en deux, net. Les automobilistes ont tenté de passer par les champs, mais ce n'était pas une bonne idée parce que sur le plateau, le vent était encore plus violent, avec bourrasques qui déportaient, qui soulevaient les voitures. Impossible de tenir une trajectoire. Même les oiseaux avaient renoncé à voler, on les voyait, ils se déplaçaient en sautillant par terre.
Comme dans un jeu de domino, les arbres se sont abattus les uns sur les autres. La moitié du bois de Boulogne a été détruite en moins de 2 heures. Au total, 140 000 arbres déracinés à Vincennes et à Boulogne. Le parc du château de Versailles subit la claque la plus fulgurante de toutes. Son jardinier en chef, Alain Baraton, résidait dans le parc aux premières loges. Vers 5-6 heures du matin, il y a un bruit de soufflerie incroyable, insistant, s'abat sur le domaine. Je descends donc dans mon bureau. Je vois bien au loin des lumières que je n'aperçois pas d'habitude. Et là, je constate avec un effroi épouvantable que des centaines d'arbres se sont abattus, continuent de tomber sous mes yeux. Il faut avoir conscience de ce que sont 12 ou 15 000 arbres côte à côte abattus. Vous avez déjà bien évidemment envie de pleurer, je crois qu'il n'y a aucune honte à le dire. J'ai transporté moi-même en voiture des gens qui tombaient en larmes dès qu'ils apercevaient les dégâts. Parce que les arbres qui poussent ici, que je vois tous les jours, ce sont nos enfants, nous en avons reçu, j'allais dire, l'héritage de nos anciens. On les a aimés, chouchoutés, entretenus, et puis d'un seul coup, tout cet héritage est détruit. 20 ans de métier, pour ce qui me concerne, est anéanti, et 300 ans de jardinage à Versailles détruit d'un seul coup. Chaque fois qu'un coup de vent s'abat dans une région, on nous dit une voiture est écrasée par un arbre, 3 morts, une caravane a reçu un pin sylvestre, 2 victimes. L'arbre était complice de meurtre. Et pour la première fois, l'arbre devient une victime. Certains arbres ont des noms, on parle du chêne ou du tulipier de Marie-Antoinette, du pin de l'empereur. Et d'ailleurs, quand on voit l'immense solidarité qu'il y a eu à Versailles pour la replantation du parc, eh bien c'est pour l'arbre que les gens se sont manifestés. Du monde entier, de l'Amérique au Japon, des donations spontanées ont afflué au chevet du parc ravagé. Des milliers d'anonymes, souvent de conditions modestes, ont envoyé des chèques pour participer à la replantation des arbres. Voici un exemple. Don de 1000 francs au parc. Le jour de la tempête, nous avons appris que nous allions être grands-parents. Nous dédions cet arbre au futur bébé. 20 kilomètres plus au sud, le château de Thoiry. Dans son malheur, le créateur de son parc zoologique, le marquis de la Panouse, a pris les choses avec philosophie. C'était couvert par le rugissement du vent, et puis il y avait les nuages qui roulaient dans le ciel, et les arbres griffaient les nuages comme pour s'accrocher à eux. C'était quelque chose de... C'était beau, c'était très beau. Ce qui m'a le plus impressionné, c'est qu'on voyait les arbres tomber, et on n'entendait pas le bruit de la chute. Car le bruit du vent était tellement énorme, tellement formidable, on voyait ces géants qui tombaient, pas de bruit, dans le silence. Mais c'était beau. Après la tempête, j'ai eu un coup de téléphone de quelqu'un qui m'a dit: je vous demande pardon de vous déranger dans de telles circonstances, mais avec ma femme et moi, on ne peut pas tenir. On veut savoir, il y a un chêne, on voudrait savoir s'il est toujours debout. Il m'a dit: c'est à droite, au bord de l'allée. J'ai dit: celui-là, il est toujours debout. Oh, c'est formidable. Oh, excusez-moi, monsieur, mais c'est l'arbre au pied duquel ma femme et moi, on s'est déclaré notre amour. Ben, c'est fantastique. Cet arbre est dans l'histoire de ces gens. Il est dans la mienne, il est dans celle de milliers de visiteurs. Et ils sont très importants. Ils nous accompagnent du berceau au cercueil. Finalement, vous n'êtes pas trop mécontent que la nature ait fait le ménage dans votre parc? On va le demander à mon épouse, parce que c'est ce qu'elle m'a dit le jour même de la tempête. Ah ben, ça va me redonner de la place pour rajeunir le parc. Elle avait raison, sur le coup, Parce que ça élimine des arbres qu'on n'aurait pas eu le courage d'enlever. Exactement. On a laissé à certains endroits les arbres prendre un volume ou une place excessive, et ça dénaturait un peu le jardin. À Thoiry, les animaux sont en semi-liberté ou en liberté, et les animaux sauvages gardent tous leurs instincts sociaux et autres. C'est-à-dire qu'ils se préviennent les uns les autres. Et
Il y a un arbre qui a écrasé la maison des wallabies. Il y avait 15 ou 16 wallabies là-dedans. Ils n'étaient pas un blessé, ils étaient tous dehors. Alors que d'habitude, la nuit, ils sont dedans. Ah ben ils sont dedans, surtout que c'était au mois de décembre, hein, il faisait pas chaud. Et c'est quand même extraordinaire que sur 100 hectares, il n'y a pas eu un animal blessé. Tous sont sortis dans les clairières. Et il n'y en a pas un seul qui a été blessé par la chute d'un arbre. Comment les ours ont vécu la tempête? Très bien. Ils étaient dans leur terrier, ils ont attendu que ça passe. Mais le problème, c'est qu'il y avait 150 châtaigniers qui étaient tombés sur le mur. Donc il y avait 150 endroits de fuite possibles, parce qu'au du mur, il y a un fil électrique, il n'y avait plus de courant, plus de fil électrique. J'ai dit que si l'électricité ne revenait pas très vite, je ne pouvais pas garantir que les ours ne puissent pas s'échapper. Alors la télévision est venue faire un reportage. On est quand même un peu ennuyé ce soir parce que nous n'avons pas pu dégager les arbres qui étaient tombés sur le mur des ours. Donc nos 35 ours baribales sont pour le moment dans le parc parce qu'ils veulent bien y rester et qu'ils s'y sentent bien. Tout le monde a compris que j'avais 35 ours dehors. Je me suis servi du journal télévisé pour faire réagir les autorités, de passer peut-être d'une 3e niveau de priorité en numéro 1 de priorité pour le rétablissement du courant. Oui, je dois l'avouer, j'ai fait ça. Dans la banlieue parisienne se tenait un festival du cirque. Tous les chapiteaux ont été déchirés. La famille Moreno n'est pas prête d'oublier. Les bêtes commençaient à être nerveuses. Avant la tempête, il y a eu cette espèce de bruit qui venait de loin. Espèce de son, comme si une grosse vague allait arriver. Mais nous, les bêtes le sentent avant nous, tout ça. Parce qu'ils ont une écoute beaucoup plus loin, comme les éléphants, comme ils entendent beaucoup plus loin que nous, je veux dire. Et à un moment donné, on a eu très peur, et quand on s'est aperçu qu'il y a des morceaux de tôle qui passaient partout, il y avait des fils électriques qui tombaient dans la nuit, et on a eu l'impression qu'arrivait un moment que c'était la fin du monde. Parce qu'on ne s'imaginait pas les fils électriques qui tombaient, on les voyait tomber de loin, et on a l'impression que c'était du feu qui sortait de la terre. Et le chapiteau s'est mis à gonfler, à gonfler, à gonfler. Et là, ce coup, il s'est carrément aplati, et là, wow, tout est parti. Alors, et c'est après, ah oui, vraiment, en lambeau, en charpie. Hein. On est tous rentrés dans les caravanes. À un moment donné, il n'y avait plus rien à faire. Il fallait ne serait-ce que sauver les animaux, bien sûr, et nos vies, quoi. On était dans les caravanes, on ne pouvait que regarder, on ne pouvait plus rien faire. Ouais, là je l'ai vu, là. Sous nos yeux, là, devant, à travers mes vitres, à travers ma baie, j'ai vu exploser. C'est ça le souvenir. Il y avait ici, là, juste ici, il y avait toi, il y avait papa, il y avait moi, il y avait ma femme. On était tous ici, hein, et on regardait avec des yeux de désespérés, on était tous en pleurs. Pas un mot, on ne disait pas un mot. On savait qu'on avait tout perdu, quoi. Tout ce qu'il y a là, on l'a gagné de notre front, avec nos mains, je veux dire. Et c'est appartenu, il y a des objets, parce qu'il y a des assurances qui vont vous rembourser, mais elles ne vous remboursent pas tout. Elles ne vous remboursent pas ce qu'on fait de nos mains. Tout le matériel, il a une histoire. Il y en a qui sont morts pour ce matériel-là, qui nous ont laissé quelque chose. La nature, elle est plus forte que tout, je veux dire, que tous les dieux du monde, la nature. On n'y peut rien. Vous voulez, ça va recommencer. Parce que là, le moindre pouce d'air, par contre, on est traumatisé. Le moindre petit pouce d'air. Moi, personnellement, je sais que dans le fond de moi, je sais qu'un jour ou l'autre, ça recommencera. On va tout perdre. Vous écoutez France Inter, il est 9h. La station météo d'Orly a enregistré une pointe de 173 km/h. C'est le record absolu. Personne n'aurait osé annoncer une telle vitesse de vent. Ça va continuer. La tornade elle-même, là, qui était sur Paris, s'est décalée vers la Champagne. Autour de Paris, les 1000 pattes des grandes lignes électriques ne sont plus que 900. 80% des postes de distribution sont hors service. Et la gare, tu es fermé, Gérard? Comment maintenir le courant dans la capitale avec les lignes encore valides? Oui, mais pourquoi t'as ouvert abattage? T'as ouvert à Rodin alors que t'as pas fermé abattage? Casse-tête de la reconnexion. Bon, est-ce que tu peux me dire sur le départ Rebais ce que tu as encore? Leur métier sauve la situation. Jean-Joël. Est-ce que tu me confirmes l'ouverture côté 100 01 06? Donc, Mésange, tu peux effectuer ta fermeture. Écoute, je vais te faire le point là. Alors mon trou il est fermé, il est bon, d'accord. Donc je t'appelle sur ta radio à chaque fois que j'ai besoin d'une manœuvre en fait. Hein. Ténisie et c'est mauvais.
Et je pense qu'Amané va aller te rejoindre pour essayer de faire repartir le PA. Eh ben écoute, c'est toujours bon. À tout à l'heure. Alors que le jour se lève sur l'est de la France, le monstre prend encore davantage de vigueur. Il devient cyclope et cyclone. Rien ne résiste à la fureur des vents qui tourbillonnent autour de son œil. Il pulvérise le moulin de Valmy, symbole victorieux de la Révolution française. Puis il déferle comme 1000 TGV dans les rues des villes de la Lorraine. Ils arrachent aux forêts, disent des témoins, des rugissements, semblables à ceux des réacteurs d'avion au décollage. En Alsace, ces chasseurs étaient partis à l'aube sans tenir compte des avis d'alerte météo. Un spectacle insolite dans une prairie aurait dû leur mettre la puce à l'oreille. Cerfs et chevreuils, sangliers et renards étaient sortis du bois pour se mettre à découvert. Mais ces passionnés de chasse n'allaient pas renoncer à une belle battue parce qu'il y avait du vent. Bien mal leur en a pris. Roger Jörger, un invité, guère familier des lieux, a été posté en forêt à distance de ses voisins avant que le gros de la tourmente ne surgisse. Il retrouve l'endroit grâce au seul grand arbre resté debout. C'était là. Le vent a commencé à souffler de plus en plus fort. Et puis un arbre, après deuxième arbre, est tombé. C'est à ce moment-là que j'ai décidé de me mettre à côté d'un hêtre, dont les racines qui tiennent mieux dans le sol. Et chaque fois qu'il y avait un bruit, un sapin qui tombait, d'après le bruit, je me mettais la tête à droite de l'arbre ou à gauche de l'arbre, tout en calant bien mon chapeau pour qu'il ne s'envole pas. Et je sentais les racines qui se soulevaient. Ils suivaient le rythme de la tempête. Alors sous mes pieds, je sentais la terre bouger. Hein. Ça faisait ça. À un certain moment, j'ai eu un frison et puis plus rien du tout. Et je me sentais vidé et je me suis dit, jetzt ich gehe Spitzenheim. Ça, c'est une réflexion. C'est en alsacien que ça m'est venu. C'était ça. Et après, tout à coup, ça veut dire quoi? Je ne reverrai plus Geispolsheim. Votre village. Vous voyez, c'est... Vous aviez l'impression de fin du monde. Voilà. Je me suis dit, c'est fini. Et d'un seul coup, il y avait une rafale énorme. Et tout ce que vous voyez, les souches qui sont là, tous les arbres sont tombés comme des dominos. C'était une rafale énorme, et puis d'un seul coup, pratiquement tous les arbres sont tombés. Tout ce qui était gros arbres s'est tombé d'un seul coup, là, sur cette parcelle. Et quand un sapin à côté de moi s'est cassé, en vrille, parce qu'il fallait voir aussi, il faut voir, c'est des tourbillons. Il y avait des tourbillons. Les sapins, les cimes des sapins, ils tournaient en rond, ils montaient en l'air, ils redescendaient et ça retombait. Hein. Il cassait comme dans ce style-là. Et c'est après que je me suis accroché à un tronc comme ça, en me disant que celui-là, il ne pourrait plus tomber. Ça a duré quand même 2 heures. Hein. Ah, si vous êtes tout seul, c'est énorme. Alors on a appelé, on a corné, on a klaxonné. Rien. Rien. Aucune nouvelle, quoi. Aucune nouvelle. Bon, après, nous, on a dit, ça y est, il est sûrement mort, hein, quand on a vu tout comme c'était là. Hein. Un enchevêtrement... incroyable. C'est incroyable, quoi. Après, j'ai décidé de rejoindre mes copains, et ça, c'était encore un autre calvaire. Parce qu'il fallait traverser les souches, les arbres passer au-dessus. Et je suis tombé dans un trou de souche. Et c'était très, très dur, avec mes bottes, mon fusil, ma canne. J'ai mis 2 heures pour retrouver quelqu'un. Heureusement qu'il n'y a pas eu de mort. Hein. Ah oui. Ailleurs, d'autres chasseurs ont eu moins de chance.
Les 2 autres victimes, donc au total 4, je vous le rappelle, sont des chasseurs vosgiens écrasés là encore par des arbres. Alors la préfecture de région parle d'une centaine de victimes au total, un chiffre qui devrait sans doute s'alourdir dans les heures qui viennent, dont une dizaine très grièvement. Au cours des 10 000 interventions sur la région, les pompiers ont également payé un lourd tribut à ce que l'on appelle déjà ici la tempête du siècle. C'est la première fois que ça nous arrive autant. Dans l'est du pays, l'ouragan a rasé des forêts entières. Selon le relief, il s'y est pris de plusieurs manières. Ce plan tourné par un particulier dans les Vosges montre l'effet tornade. 2 hectares d'arbres sont abattus en quelques secondes. Cet autre plan montre l'effet tranché. Une rafale s'engouffre entre 2 collines et couche tout un pan de conifères. En voici le résultat aujourd'hui. Une zone d'arbres abattus, des plaies au bord net, se répétant d'une colline à l'autre. Parfois, le vent a creusé des couloirs parallèles dans la masse forestière, sur de longues distances. Par endroits, des tornades ont creusé des clairières là où elles n'existaient pas, comme ici, d'un seul côté de ce chemin. Dans les Vosges, précisément, côté ouest, donc côté tremplin pour le vent, 3 frères chasseurs ont eu droit à toutes les formules. Aujourd'hui, ils ne comprennent toujours pas comment ils s'en sont sortis vivants. Il y a des arbres tombés déjà là-bas au bout. Ouais. C'était comment? Oh. Alors là... Disons que le vent, c'était pas rafale. C'était pas continuellement, c'était des rafales. Et à chaque fois qu'il y avait des rafales, les arbres tombaient. Là, vous le voyez, 2 secondes après, il était par terre. Un gros renversement, quoi, un truc comme ça. Bon, Bon, tantôt, ça se couchait comme un fétu de paille. C'est simple, hein. Nous, on regardait depuis la baraque, là, ça tombait. Ah oui, là, tout à fait. Tout à fait, on regardait par la fenêtre. Et on comptait au début, on comptait. 1, 2, 3... Disons que le bruit était étouffé quand même dans la cabane par rapport à l'extérieur. Oui, parce que, oui, enfin, justement. Vous étiez au spectacle, quoi. Ah, on était au loche. On était au loche. Mais c'est une fois... Au balcon. Là, il a été pris dans le... Enfin, dans le tourbillon. Dans le tourbillon, voilà. Ben, vous voyez d'abord le clair, là-haut. Vous voulez dire que le vent soulevait l'arbre et le tordait? Tout à fait. Le faisait vriller? Comme un tire-bouchon. Ah oui. Oui, tout à fait. Il soulevait, puis des fois, il le laissait retomber tout droit. La fois là, il a tombé, il a été repiqué. Alors lui, c'est couché. C'est littéralement couché, quoi. Hein? Il s'est arraché. J'arrivais, je regardais l'arbre qui bougeait comme ça. J'y suis là, il va tomber. Je me mettais en face, je voyais, il tombait comme ça de mon côté. Moi, je courais à gauche, l'arbre tombait là. Eh oui. Heureusement qu'ils sont. Eh oui. Et il y en avait un autre qui retombait de l'autre côté. Je faisais que ça sans arrêt. D'un côté et de l'autre, enfin, on pouvait aller nulle part. Voilà, c'est ça. Sans risque. C'était l'apocalypse, c'était. Tiens. Et là, c'est vrai, la sensation. Hein. En disant que c'était surnaturel, c'était vivant, c'était beau. Ouais. Enfin, d'un autre côté, la nature nous a épargnés, c'est bien. Un grand merci pour la nature. Des trucs comme ça, déracinés. Mais déracinés, pas tant couchés, hein, déracinés. Soulevés. Ah oui, carrément soulevés. Oui. Ah oui, vous verrez. Là, vous dites que on n'y a pas grand-chose. Hein. On n'est rien, quoi. On est petits, on est des nains. Une seconde à Londres, ça va, quoi. On aurait pu aller autre monde, quoi. Hein. Tellement que... Et puis en plus, les gens sont mis dans les tuyaux. Pour se protéger. En dessous, là. Dans les tuyaux, dans les canalisations? Oui. Là, en dessous, le village, là, en dessous. Ils étaient à la chasse. Et pour se protéger, ils sont enfilés dans les tuyaux. Comme des lapins. Tu te souviens de l'autre, là, qui est tombé? Oui. Et vous n'avez pas eu peur quand vous étiez dans cette maison? C'est-à-dire... On se sentait à l'abri. On se sentait à l'abri?
Mais alors... Mais on n'y était pas. On n'y était pas? Oui, parce que c'était vraiment le piège à rats. Hein. Prudence, bien évidemment, restez au chaud, restez chez vous. C'est le moment ou jamais de jouer avec le train électrique de votre fils, qu'il a sans doute eu à Noël. J'aimerais bien qu'on m'explique. Enfin, on est censé avoir des satellites. On nous dit, ouais, la météo, on peut la prévoir de plus en plus précisément, à plein de jours et tout. Et avec tout ça, on n'est pas capable d'éviter de se prendre des tempêtes pareilles. On nous dit, pourquoi vos prévisions ne sont pas meilleures alors qu'on prévoit relativement bien les alertes pour les cyclones. Le cyclone, il a ceci de particulier, c'est que c'est un monstre qui se forme lentement et qui avance très très lentement. Et donc, les cyclones se forment sur mer et les satellites les détectent très rapidement avant qu'ils ne touchent les terres. Alors que cette dépression, encore une fois, qui a eu en gros les caractéristiques au niveau du vent, les caractéristiques d'un cyclone, elle a explosé, elle s'est formée sur nous. Et c'est aussi des phénomènes qui se déplacent très très vite. Elle s'est déplacée à 100 km/h, elle a traversé la France en 11 heures. Elle a fait Brest-Strasbourg en 11 heures, ce qui est quand même assez impressionnant, en vitesse de déplacement en tout cas. Ouais. Donc si on combine cet entonnoir de pression avec la vitesse de son déplacement, ça engendre des vents extrêmement violents. Mais lorsque l'on atteint un tel niveau de violence, on dépasse les possibilités de prévision. Bon, à partir de là, on a compris que si eux-mêmes sont dépassés, tout le monde va être dépassé. Et on a tous été dépassés. Donc lui-même a été débordé et lui-même ne nous a pas forcément alertés pour nous dire attention, ça devient de plus en plus fort, quoi. Bon, personne n'a alerté personne. Personne n'a alerté personne. Les services de sécurité civile ne vous ont pas alerté, ils ne vous ont pas demandé rien, d'alerter la population. On n'a eu aucun coup de téléphone. Et pour cause. La plupart des lignes téléphoniques et électriques de la moitié nord de la France sont au sol. Ce dimanche 26 décembre, des dizaines de pylônes, pourtant prévus pour résister à des vents de 155 km/h, gisent, couchés ou pliés comme des pantins désarticulés. Des millions de foyers n'ont plus d'électricité. Les Vosgiens en sont totalement privés. En revanche, au Centre national d'exploitation électrique à Saint-Denis, la tension est au survoltage, mais cela ne se voit pas. Il s'agit ici d'éviter le blackout total, avec sang-froid, méthodiquement, en faisant fonctionner ses méninges et celles des ordinateurs. Le courant ne passe plus entre la Champagne et l'Alsace dévastée, alors les dispatchers déroutent l'électricité par les seules lignes encore valides. Ils l'aiguillent vers le nord, la font redescendre par l'est de Paris vers la Bourgogne, la Franche-Comté, avant de la réaiguiller sur l'Alsace. Sous tension. Merci. Tu vas faire 2 cycles fermés-ouverts sur le SA1 du départ Montrichard. Donc actuellement, là j'ai simulé le déclenchement de 2 lignes. Et on remettra la ligne sous tension après, quoi. Il faut d'abord ouvrir le disjoncteur de couplage, ouvrir un lex, et ensuite tu reprends là. Et tu reprends la poche avec les 2 lignes venant de Pontchâteau. Nous ouvrons à la voie 15. Ouais. On pousse plus par le 90 kV. Là ça passe. Et on est passé très près d'un effondrement total. Ça on l'a frôlé à ce moment-là. On l'a frôlé, absolument. La population, elle, est totalement effondrée. Alors que la tempête va s'épuiser en Europe centrale, après avoir poussé des pointes à 200 km/h sur la forêt noire en Allemagne, en ce dimanche 26 décembre après-midi, dans la moitié nord du pays, on compte les dégâts, on nettoie, on se raconte ses frayeurs. Le soir, on est devant son petit écran. Les journaux télévisés annoncent une 50aine de morts, rendent compte de drames multiples, notamment ceux vécus par les agriculteurs.
Quand mon mari est sorti dehors, il a vu déjà le premier hangar qui était envolé, mais il n'avait pas vu toute la catastrophe ici. Sous cet hangar-là, on avait 18 pauvres. On peut pas croire. Tout est à refaire, tout est à recommencer. On a 5 ans de travail pour rien. Il restait 6 mois à payer sur ces tunnels et puis tout est réduit à zéro. C'est dur. Je sais pas quoi vous dire, mais c'est dur. Des pluies diluviennes ont précédé ou suivi la trajectoire de la tourmente. De la Bretagne à l'Alsace, des régions entières sont inondées. Rien n'a manqué au terme douloureux de ce XXe siècle. Et contrairement à ce qui est affiché, aucun train ne circulera jusqu'à nouvel avis. Le pays est paralysé. La France campe. Les perspectives de fêtes de fin d'année sont bousculées. Demain, le vent sera nettement plus raisonnable. Il soufflera encore, mais généralement au-dessous du seuil de la tempête, avec des rafales de l'ordre de 80 km/h. Donc quand même, ça ira beaucoup mieux. À Météo France, le chef prévisionniste, épuisé par les journées les plus frustrantes de son existence, a laissé les commandes à sa collègue. Aussitôt installée, elle découvre une carte météo qui l'intrigue. Le dimanche au soir, la première tempête s'évacue sur l'Europe centrale. Mais ce qui est inquiétant, c'est cette masse nuageuse qui se développe sur l'Atlantique France. Ouais. Les prévisions du modèle numérique laissent penser à une forte probabilité d'une deuxième tempête. Donc la pression n'est pas retombée chez les chefs prévisionnistes. C'est tellement peu fréquent qu'il y ait deux tempêtes aussi fortes avec un intervalle aussi court qu'on a du mal à le croire. Et là, on se dit, finalement, en 48 heures, on va en avoir deux, quoi. Et ce qu'on voit à 4 heures, là, c'est encore plus caractéristique avec l'arrivée de cette zone bien plus sombre au cœur de la masse nuageuse blanche. C'est la caractéristique d'une tempête en formation. Ça s'approche de la France. Et c'est ce qui a justifié l'émission du bulletin d'alarme à peu près en fin de nuit du dimanche au lundi. Exception faite pour les corbeaux. Cette deuxième alerte lancée dans la nuit tombe à plat. Le lendemain de la première tempête, la population émerge de son traumatisme, loin d'imaginer que ça va recommencer. L'Atlantique, en effet, enfante un monstre jumeau. Suivante, le monstre a toujours la même configuration, se rapproche de plus en plus de la France et on voit toujours cet enroulement caractéristique. C'est un monstre moins sournois que la précédente. Le très rapide courant de jet est toujours là. Vous pouvez observer cette ligne pratiquement rectiligne là, de nuages. Qu'est-ce que le courant de jet? C'est un torrent de vent extrêmement puissant, de l'ordre de 200 à 400 km/h, qui fait des méandres à 10 000 mètres d'altitude entre les masses d'air chaud et froid qui s'affrontent au-dessus de l'océan. C'est ce fameux courant qu'empruntent les longs courriers pour gagner de la vitesse. Au-dessus de l'Atlantique, le courant jet s'écoule de l'Amérique vers l'Europe et normalement finit sa course en mer du Nord. Or, à la Noël 99,
il lui a pris fantaisie de viser les côtes françaises. Mais ce n'est pas tout. Vu en coupe, le courant jet ondule comme une montagne russe. Or, à la Noël 99, il creuse son toboggan au point de créer des jonctions en entonnoir avec l'immense tourbillon nuageux qui circule au ras de l'océan. Quand ces jonctions se produisent, par un effet d'engrenage, le courant jet accélère l'effet de tournoiement de la dépression du dessous. Et en même temps, il l'aspire encore plus vite vers l'Europe. Le phénomène est d'autant plus fort que le courant jet est plus rapide. Or, ce 27 décembre 99, les vents du courant jet atteignent la vitesse inégalée de 529 km/h. La deuxième tempête s'annonce terrifiante. Effectivement, elle le sera, plus que la première. Elle est magnifique, celle-là. Voilà, visuellement, elle est plus jolie que la première. Même Oui. si déjà bien formée, à la différence de la première où il n'y avait pas de... Il n'y avait pas la formation sur l'Atlantique. En fait, voilà, elle naît plutôt à l'ouest, donc on voit... Elle naît en mer, celle-là, oui. Voilà. Oui. Elle n'est pas explosive sur Terre, elle naît en mer. Donc celle-là, elle est identifiée avant d'arriver sur les côtes océanes. La première ne l'était pas tout à fait. Ça ne veut pas dire que sa trajectoire et la force des vents sont plus faciles à préciser. Oui. Ah non, on a eu beaucoup de problèmes sur la trajectoire. Et les valeurs de pression au centre sont à peu près identiques à celles de la première, donc on peut supposer que déjà au premier regard, les rafales vont approcher au moins sur les côtes la valeur de la première, quoi. Elles les dépasseront largement. À la pointe de l'île d'Oléron, un anémomètre se bloque à 198 km/h. L'œil du monstre autour duquel le vent enroule ses spirales les plus violentes lorgne le phare de Cordouan, situé au large, à l'entrée de l'estuaire de la Gironde. Normalement, une tempête normale, il y a le coup de bélier, le paquet qui tape sur la cuirasse, et après on écoute ce qu'on dit, nous la douche, le que là on n'écoutait rien de tout ça, c'était un bruit continuel, Exactement. assourdissant, Ça ronfle, et avec un ronflement comme ça, il est constant. du bruit, c'était fallait quasiment crier pour se parler à un mètre, je me Ouais, Bah, voilà, souviens de ça, fallait vraiment hurler pour... très... Et puis l'eau, au lieu de couler verticalement comme d'habitude quand il y a un paquet de mer qui passe au-dessus, les lignes de force, les traits d'eau, ils étaient horizontaux sur les fenêtres. Le vent prenait dans la cour circulaire. Et puis... Tu viens des plateaux d'échafaudage là, qui flottaient. C'était comme une brindille sur une flaque d'eau. C'est des morceaux de bois qui font 3 mètres de long. Hein. Qui flottaient, qui tournoyaient là, juste devant la cour. Et bon, fallait écoper qu'au fur et à mesure qu'elle rentrait, soit par les fenêtres, soit par le plafond, la cheminée. Ça vivrait beaucoup quand même. Oui, ça vibrait pas mal. Oui. Après les paquets, on renversait les pierres qui tenaient... C'était une partie de la corniche, 3 mètres 50 de corniche qui était tombée et les pierres se sont éclatées et tombées en bas. Donc, et là, il y a tellement de bruit que ça, on ne l'a pas entendu. On était loin d'imaginer les conséquences, quoi, et tout ce que ça va entraîner à terre, hein, en fait. Le vent fait enfler la mer. Il la pousse à l'assaut des terres. À La Rochelle, le port des Minimes est submergé. Quand je suis arrivée à Montponton pour aller chercher mes enfants parce que je vis à bord de mon bateau, je suis sortie de la voiture, il y avait à peu près 20-25 cm d'eau sur le parking. Je ne faisais pas la différence entre l'eau du port et le parking. J'ai réussi à me cramponner jusqu'à la passerelle, mais quand je suis arrivée à la passerelle, je ne pouvais pas descendre. La passerelle bougeait de telle façon qu'elle montait, qu'elle descendait, elle allait à droite et à gauche. Et si j'étais allée un peu plus loin qu'un mètre de la passerelle, je serais tombée dans le port. Donc là, je suis revenue à ma voiture
Et là, j'étais un peu tétanisée. Donc, une autre voiture a vu que j'étais en difficulté, est venue vers moi. Et à ce moment-là, je leur ai dit, il faut absolument que j'aille sur le bateau. Mes enfants sont à bord, il faut que j'aille chercher mes enfants. Et le monsieur m'a dit, il n'en est pas question, vous remontez dans votre voiture et vous me suivez jusqu'à la capitainerie. Voyant que j'étais très paniquée, a demandé donc aux marins d'aller chercher les enfants à bord du bateau. Sur les pontons, on s'était cru sur un bateau en tempête, en détresse, quoi. En plus, l'eau passait par-dessus la digue, il y avait le vent, il y avait les vagues, il y avait le sable. Vous aviez du sable partout dans les yeux. On a passé les gilets de sauvetage aux plaisanciers, les gilets de sauvetage qu'ils avaient dans leur bateau. On s'est tous attachés et là par contre on est remonté vraiment à quatre pattes sur les pontons. En se tenant les jambes les uns les autres pour remonter pour filer dans une voiture et finir à la capitainerie parce qu'on ne peut pas tenir debout à 180 km/h. Mes deux enfants étaient à bord du bateau et je ne savais pas que mon mari avait pu les récupérer et les sortir du bateau. Dans le malheur, tout s'est bien passé parce qu'il n'y a eu aucun blessé. J'ai eu très peur de perdre mon bateau parce que en fait mon bateau c'est notre maison et je me disais mais il va plus rien rester quoi. J'avais l'impression que tout allait être englouti. Nuit de cauchemar en Charente-Maritime qui s'est conclue par un bilan tragique, 6 morts, 60 blessés et au moins 3 disparus. La tempête a provoqué un raz-de-marée dans l'estuaire de la Gironde. Des digues ont cassé, l'eau a envahi les terres, se jouant de cargos comme d'une barque. Il n'y a plus de téléphone, le fil est coupé. Ben, les pieds vont tomber dessus, là. Faut que je les coupe. La nuit a été sauvage pour les agriculteurs vivant derrière les digues rompues. Le temps de sortir et tout, on en avait déjà jusqu'au ventre. Et moi, la seule chose vraiment que j'ai pensé, c'est mes gamines, quoi. J'ai mes gamines qui étaient sur une table et elles avaient l'eau au niveau de la table. Donc je les ai sauvées, je les ai mis en hauteur. Voilà. C'est la seule chose qu'on peut sauver, quoi. C'est ça, pauvre. Son mari, Stéphane Raymond, a perdu son exploitation en 2 vagues, 3 coups de vent. J'avais 160 laitières avec des bâtiments fonctionnels qui étaient prêts à marcher plein pot pour un jeune qui démarrait, quoi. Avec plein d'investissements, tout à la banque, quoi. En fait, j'avais rien, tout est à la banque et puis tout est parti. Les noyés, il y en avait autour des bâtiments, autour des maisons, dans les champs, il y en avait un peu partout. Et ça m'en manque encore 4 ou 5 qui sont sûrement noyés sous les débris dans les champs, quoi. On en a retrouvé une à 6 km. On a été chercher 4 jours après parce qu'il y avait 1,50 m d'eau, on ne pouvait pas y aller. Ça vous donne pas envie de changer de travail, ça? J'ai encore ma maison, heureusement, qui est là. Puis quand on est né dans un pays comme ça. Déjà pour faire les vaches, quand on est jeune, il faut aimer ça. Alors bon. Je continue, je crois. Je sais pas. Je sais pas si ça sera là ou ailleurs, mais je vais continuer l'élevage, quoi. On va voir. Non loin de là. Je revois Thomas dans la voiture de mes parents derrière, il était tout heureux, partir chez eux bien sûr. Et c'est le dernier sourire que j'ai eu. Et ensuite, nous l'avons vu quand c'était fini. Ce 27 décembre au soir, son garçon était allé partager la passion d'un voisin de ses grands-parents pour les canards sauvages. Ils ont été emprisonnés par la montée subite des eaux.
Il a eu de l'eau jusqu'au cou, et puis sa petite épaule. Il avait qu'un petit coin d'épaule gauche, et puis sa petite tête qui passe au-dessus, là. J'ai essayé de le dire, Noël était juste passé, il faut que vous le jutez. On a chanté le petit Papa Noël, des petits trucs pour nous essayer d'imeubler l'existence. Et puis dans la nuit, à 2 heures, il m'a demandé s'il reverrait ses parents. Mais je lui ai dit, oui, mon petit, tu les reverras. Puis malheureusement, à 3 heures, il m'a dit qu'il ne voyait plus. Quand il m'a dit qu'il ne voyait plus, je me rendais bien compte que Bonhans et Force l'abandonnaient. Je lui ai dit, c'est parce qu'il fait noir, mais je me rendais bien compte qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas très bien. Et puis à partir de 3 heures, jusqu'à 10 heures le lendemain matin, je suis resté tout seul avec le petit dans les bras. Pauvre petit bonhomme. Je me dis peut-être qu'on aurait pu donner un portable à mon fils. Parce qu'ils nous ont quand même signalé qu'il y avait une tempête, Tempête, on n'a jamais connu ça. On a dit, bon, tempête, on n'aurait pas dû l'envoyer. Souffrir de froid. Moi, je vais vous dire une chose. L'autre nuit, j'ai eu froid dans mon lit, j'ai pensé à mon fils. Dès que j'ai froid, je pense à mon fils. Il y a aussi la longue liste des handicapés à vie par la chute d'un arbre ou d'un toit. Souffrance qui perdure, douleur muette, cachée par la pudeur, par la honte de la perte de la capacité à travailler. Comment la nature, pourtant vénérée, peut-elle ainsi bouleverser votre destinée sans crier gare? La nature, que l'homme malmène à force de vouloir la domestiquer, a réaffirmé ses droits, a-t-on pu entendre. Le droit de raser la forêt landaise dans le Haut-Médoc, incompréhensible pour des propriétaires dont les arbres étaient toute la fortune et toute la vie. Parfois sur des centaines d'hectares, quasiment pas un seul pin n'est resté droit debout. Cinq ans après, n'émergent encore de la savane qui couvre le carnage que les épaules des géants abattus, laissés sur le champ de bataille. Il y avait tant de bois au sol qu'ils ne trouvaient plus preneur. Ou alors les preneurs ne le payaient pas. En photo recomposée à l'infrarouge, la deuxième tempête apparaît comme une main qui étrangle la Bretagne. Les vents les plus violents courent le long du bord inférieur de ce bras qui pénètre l'air en se détendant. Au sud de la Vendée, les marais poitevins sont visés. Cette main dont on cherchait à deviner la trajectoire lâche la Bretagne, prépare une gifle en revers, puis finalement se referme en un point qui va cogner le Poitou-Charentes et le Limousin. Et on va avoir des vents très forts également sur Midi-Pyrénées, la région toulousaine. Oui. Et ça va toucher par la suite le Limousin, la Dordogne. La première trajectoire annoncée n'a pas été la bonne. Il y a eu des réactualisations du bulletin d'alarme et donc de la trajectoire de cette dépression au fil de la journée du lundi. C'est-à-dire, au lieu d'aller des Charentes vers Toulouse, en fait, elle va des Charentes vers la Savoie. Avis d'urgence. Suite à la tempête, la population est priée de rester chez elle jusqu'à matin. Le toit d'une maison qui s'est arraché avec la tornade et qui est allé se poser sur une voiture. Le sel de l'embrun marin emporté par le vent jusqu'à l'intérieur des terres fait disjoncter les postes de transformation. D'accord. Depuis 22h hier soir, les habitants de Limoges et du reste du département sont totalement plongés dans le noir. Écoutez, on va faire le maximum. Oui, vous allez au rez-de-chaussée. Si vous avez une cave au besoin, vous essayez d'aller vous y réfugier si vous entendez que ça craque. Ah non, surtout pas. Non, vous n'allez surtout pas sur le toit. Il n'y a rien de plus dangereux.
Non, 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 non. Non, non, surtout vous n'y allez pas et on fait le nécessaire comme ça. Transmettez FPTL de Bayonne. Les pompiers sont sortis près de 400 fois cette nuit, 150 interventions pour la seule agglomération du BAB. Près de 2000 appels en 6 heures, du jamais vu. Il est minuit, blackout sur le Limousin où les secours eux-mêmes partent au plus pressé. Je ne sais pas comment on va s'en sortir, mais tout est urgent. La France se souviendra de ces derniers jours avant l'an 2000. Une deuxième tempête est en train de traverser la France. Des vents de 150 km/h en moyenne, des pointes de 200 km/h par endroit. Depuis hier soir, on compte 12 morts de plus. Périgueux est plongé dans l'obscurité pour 95% de la population. La voiture était sous l'arbre, un gros peuplier faisait environ 60 cm de diamètre. Donc on a coupé le peuplier de part et d'autre de la voiture. Et puis là, on a commencé à faire rouler la bille qui était sur la voiture. Et là, on s'est aperçu qu'il n'y avait pas une personne, mais 2 personnes à l'intérieur. Décédés. Dont l'un était un voisin et l'autre était son ouvrier. L'un et l'autre rentraient d'un chantier et au lieu de débaucher avec 2 véhicules, ils étaient rentrés avec un seul véhicule. Malheureusement. On aurait dit que l'arbre les attendait. La tempête devient barbare. Elle violente le Massif central. Elle plonge des départements entiers dans le noir. Puis elle ira faire des embardées sur la région lyonnaise et les Alpes. Bonjour, c'est Radio Val d'Isère, la météo montagne, il est 9h02. Le vent, vous l'avez constaté, a encore soufflé très fort au cours de la nuit dernière. On a atteint des rafales jusqu'à 160 km/h. La deuxième tempête a fait pratiquement autant de victimes que la première, avec un bulletin d'alerte qui était à l'époque notre système d'alerte maximale, qui a été lancé une dizaine d'heures avant que la tempête n'arrive. C'est pour nous très décevant. Cette deuxième tempête qui renverse des camions a tué une quarantaine de personnes. Au total, les tempêtes jumelles ont fait en France 91 morts, plus une soixantaine hors de nos frontières. La plupart des accidents sont dus à l'imprudence, la curiosité. Des gens sont sortis de chez eux pour voir. La route de ce cinéaste amateur qui filmait en conduisant aurait bien pu s'arrêter là. Et on est à 100 mètres, là, on aurait pu se le prendre dessus. Écoute, moi je vais chez tonton Jean, hein. C'est le plus près. Tu l'appelles? Ça, je peux te dire que je le retiens chez tonton Jean, hein. Chérie? Donner un renseignement sur une valeur de vitesse sans dire qu'à cette valeur pouvait correspondre tel type de dégâts, ce message-là, effectivement, on ne l'a pas bien fait passer. Et on a vu malheureusement de nombreuses victimes qui sont décédées parce qu'elles ont voulu remettre l'antenne de télévision pour regarder le journal de 20h, parce qu'elles ont voulu aller au bord de la mer pour aller voir les vagues. C'est vrai qu'il y a une certaine inconscience après du public vis-à-vis de ce genre de phénomène. Les curieux Les curieux pour voir, absolument, oui. Le rôle médiatique, c'est un rôle qu'on devrait avoir de renseignement et de conseil. Ne sortez pas de chez vous, ne prenez pas votre voiture. Ça, j'avoue, je ne l'ai pas fait parce que je n'avais pas conscience, effectivement, des dégâts que ça pouvait provoquer, même si on savait bien que des vents à 160 km/h, ça allait tout envoler, hein, ça c'est une certitude. Les populations des départements d'outre-mer savent très bien ce que veut dire 160 ou 200 km/h. Pour nous, en métropole, des vents de telle force sont tellement exceptionnels que c'est pas dans notre culture de savoir quels dégâts ça va causer. Le citadin ne sait pas ce que ça représente. Et aussi un autre point, c'est que le bulletin alarme était à destination principalement des services de sécurité civile. Alors que maintenant, les cartes de vigilance sont non seulement à destination des services de sécurité civile, mais aussi du grand public. Donc on le touche directement. Une question demeure. Une tempête d'une telle ampleur peut-elle se reproduire?
Statistiquement, c'est peu probable. On en compte une par siècle et on en a déjà eu 2 d'un coup. Cependant, s'il y avait un lien entre un tel phénomène et le réchauffement climatique, plus personne ne conteste le réchauffement de l'atmosphère. Les spécialistes divergent seulement sur le fait de savoir s'il est dû à une modification lente du climat ou à l'effet de serre provoqué par les humains. Les chercheurs de Météo France affirment qu'il n'y a pas de relation de cause à effet et que jusqu'à aujourd'hui, aucune preuve d'un lien entre le réchauffement du climat et le mécanisme des tempêtes sur l'Atlantique Nord n'a pu être établie. Affaire à suivre. Ce particulier avait quitté son domicile la veille, juste avant la tempête. Un pin a écrasé sa maison, côté jardin. Il rentre le lendemain, sans se douter de rien, par la porte de devant, côté rue. Oh putain, c'est pas possible. Et alors vous avez dit quoi? Chanceux dans mon malheur? Non. Et je suis parti en pleurant parce que j'en pouvais plus. Dans l'estuaire de la Gironde, on a dû arrêter 2 réacteurs de la centrale nucléaire du Blayais, inondés par la mer. Entre le nord et le sud de la France, la toile électrique ne tient plus qu'à 3 fils. Le quart du réseau est hors d'usage. En plein hiver, plus de 3,5 millions de foyers sont privés d'électricité. Pour beaucoup, la situation va durer. On a dormi à 4 dans le même lit pour se réchauffer, c'est tout. J'ai la grand-mère, moi, qui a 86 ans, qui n'a pas de chauffage et on était forcé de demander des secours ailleurs pour la réchauffer. Tout mon congélateur a été foutu. Qu'est-ce que je voulais faire? Pourtant, j'avais fait des réserves pour, comme on fait tout le monde. Et j'ai tout fichu en l'air. Le congélateur, donc c'est fini, ça ira tout à la poubelle. J'ai une moldure qui pourrit. Mon congélateur, c'est tout pourri dedans. C'est incroyable. À l'époque où on vit. J'en ai plus là, je suis plus rien en verre ni en... Et tu n'as pas des recharges d'allume au gaz? Plus rien. Et tu n'as pas de piles? Plus de piles. J'ai plus que des petites piles rondes. Mais non, il me faut des rectangulaires. Non, ça j'en reçois demain, par contre, si vous tu n'as plus les lampes avec la batterie? Plus rien. Après la tempête, les habitants de cette région sont venus à l'église, mais certainement pas pour les raisons habituelles pour lesquelles on vient dans une église, c'est-à-dire pour prier ou pour venir à la messe, mais pour venir chercher des cierges, ou bien pour les acheter, ou bien pour qu'on leur en donne, car il n'y avait plus d'électricité. De nombreuses familles risquent de passer le réveillon de Nouvel An à la bougie. Oui, déjà, bon, vous voyez, c'était bien. Ah, c'est le menu du réveillon. Mais sinon, c'est bien calme. Je crois que c'était un des seuls réveillons qu'on a pu faire le plus calme. Dans tout le département, les festivités ont été annulées faute d'électricité. Mais ici, on n'a pas voulu se laisser abattre. Alors, une habitante du village a invité tout le monde chez elle. Je crois qu'on en gardera tous un souvenir extraordinaire de ce réveillon de l'an 2000 à la bougie. Le premier soir, c'était très beau. Les petits regardaient ces bougies, la lanterne, quelques lampes électriques, on avait encore des piles, ça éclairait partout, c'était beau. Mais maintenant, tout le monde est fatigué. Alors EDF se rejoncte. Afin de rétablir le courant au plus vite, ils sont tous sur le terrain, sacrifiant leurs vacances, avec les agents à la retraite et les collègues étrangers appelés à la rescousse, travaillant nuit et jour, par tous les temps, avec une ardeur qui fait l'admiration de tout le pays. Par contre, les gars, là, coup de chapeau. EDF
n'a hésité devant aucun moyen. La facture sera de 10 milliards de francs. Le 12 janvier 2000, l'énergie vitale était rétablie presque partout. Ce jour-là, EDF battait un record de consommation. Ça, les gars de l'EDF, oui, un chapeau. Ça marche, ça marche. Là, 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 là. C'est bon. C'est bon. C'est parfait. Ça pète le feu. C'est la joie. C'est la joie, parce que vous savez, sans lumière, hein. Je vais me chauffer. J'ai eu froid. Il faut reconnaître que j'ai eu froid. Bien plus considérables et plus durables sont les dégâts subis par la forêt. Des centaines de kilomètres carrés d'espaces boisés, 200 millions d'arbres, 1/10 de la forêt française, éradiqués. Il faudra un bon demi-siècle pour refermer les plaies. Les éléphants mécaniques des grands forestiers, comme l'Office national des forêts, passent encore aujourd'hui, 5 ans après, l'essentiel de leur temps dans les parcelles endommagées où ils éliminent les arbres penchés. La grande tempête aura convaincu les forestiers qu'il fallait replanter différemment, en mélangeant les espèces. Les forêts offriront ainsi une bien meilleure résistance aux vents les plus extrêmes. La ferme là-bas, il y a toute la bordure qui est partie, vous pouvez regarder où vous voulez. Là-bas, c'est pareil. Les réparations des édifices et des maisons endommagées feront le bonheur des entreprises du bâtiment et le malheur des assurances. Celles-ci verseront aux collectivités et aux particuliers la somme faramineuse de 45 milliards de francs. C'est la fin du monde. Voilà, dis-moi. Je l'avais prédit, je ne sais pas pourquoi, j'avais un pressentiment qu'en l'an 2000, il arriverait quelque chose. Je l'avais ce pressentiment, vous voyez? C'est la catastrophe.